l'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent, mais qui l'intéresseraient bien davantage encore s'il les connaissait mieux. C'était en 1914 et vous n'étiez pas nés, mesdames. Chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprises et d'agréments. On convenait déjà que mise au service de la science, elle pouvait être plus qu'agréable, utile. Mise au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Et il y a 38 ans de cela, j'ai eu la prétention, vous savez bien que je les ai toutes, hormis celle d'être modeste, oui, j'ai eu la prétention de vous offrir aujourd'hui une courte série de documents exceptionnels. Le cinéma nous avait montré jusqu'alors des comédies, des paysages, des animaux en liberté et des souverains qui descendent rapidement de voitures. Ça ne manquait pas d'intérêt et les petites comédies que l'on photographiait en 1913 amusaient le public. On s'en moque aujourd'hui assez cruellement et bien injustement d'ailleurs. Certains comédiens célèbres d'autrefois sont ridiculisés à vos yeux par la précipitation de leurs gestes, précipitation que l'on augmente encore par la suppression d'une image sur deux. Plaisanterie doublement insolente pour l'artiste d'abord, et pour celui qui fit cette admirable invention. Le cinématographe a fait depuis 30 ans tous les progrès prévus, et même des progrès qu'on n'avait pas osé prévoir, et se moquer aujourd'hui de ses balbutiements, c'est rire d'un enfant qui fait ses premiers pas, alors qu'il conviendrait plutôt de s'en émouvoir à mon sens. Caméra, toi qui me regardes fixement, pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. Et puisque je suis entouré d'œuvres d'art, profites-en. Tu y verras de jolies choses, tout un panneau de fleurs, ces soucis de Courbet, ce buisson de Van Gogh, la colombe de Picasso, ce dessin de Prudhon, ce Modigliani. Et je reprends ma causerie. À plusieurs reprises, j'avais vu, moi, les choses que je vais vous montrer. Et chaque fois, je m'étais dit, en pensant à vous, puisque je ne cesse jamais de penser à vous, je m'étais dit, ah, si le public voyait cela, comme il serait enchanté. Eh bien, j'espère ne pas m'être trompé. Je partais de ce principe que l'on double ses joies en les partageant, et je n'ai pas d'autre but aujourd'hui que de vous faire partager quelques-unes des joies que j'ai eues jusqu'ici. Ne vous êtes-vous jamais écrié en pensant au cinéma, ah, si l'on avait inventé cela plus tôt. Moi, je me le suis dit très souvent. Je me suis dit, quelle émotion nous aurions si tout à coup on nous montrait Praxitèle sculptant ce marbre, Rembrandt achevant ce dessin de lui, Shakespeare dédicaçant l'original d'Hamlet, Mozart au clavecin jouant une œuvre de lui, Voltaire faisant des mots d'esprit. Si nous pouvions voir ces visages, les regards de ces hommes, leurs gestes familiers, comme ce serait beau. Et si nous pouvions projeter sur l'écran Molière lui-même, en personne, jouant l'école des femmes ou le malade imaginaire, nous pourrions réprimer certaines pantalonnades et certains sacrilèges qui se sont perpétrés jadis ou récemment, dans le but insensé de rajeunir des chefs-d'œuvre qui pourtant ne vieilliront jamais. L'article 227 du Code pénal, qui prend sous sa protection les jardins publics, devrait également sauvegarder les chefs-d'œuvre. Oui, je rêvais d'une encyclopédie nouvelle dont vous n'allez avoir encore qu'un avant-goût, et qui nous permettrait de laisser des renseignements précis sur les faits importants et sur les gens illustres. Songez à ce que serait une statue de Mayol, faite entièrement, d'un bout à l'autre, devant un appareil qui l'aurait enregistré, de l'heure de sa naissance à son achèvement. Je sais que nous avons beaucoup de peine à admettre l'immortalité de ceux qui vivent en même temps que nous. Nous sommes enclins à toujours discuter les nôtres. Et si notre tempérament nous pousse à prédire volontiers de l'avenir à ceux qui nous plaisent, il cesse assez brusquement de nous plaire le jour où nos prédictions se sont réalisées. Un jour, j'ai parlé de Rodin comme cela pendant 1 heure à l'un de mes amis. Il m'a laissé parler et au bout d'1 heure, il m'a dit « Oh, moi, tu sais, les hommes de génie, je m'en fous. » Ça m'a fait rire aussi, mais je m'obstine à croire que mon ami est idiot. D'autant plus qu'il s'est mis à critiquer Rodin, ce qui est tout bonnement insupportable. Ne pas admirer Rodin est un témoignage évident d'infériorité, et il est navrant d'avoir pour ami un être inférieur, mais ce qui est odieux, c'est d'entendre discuter un homme de génie par un homme inférieur. D'autant plus odieux que c'est toujours le même reproche qu'on lui fait. Formulé de la façon suivante, qu'est-ce que c'est que ces femmes sans tête, ces hommes sans bras, ces mains sans hommes? Qu'est-ce que c'est que ce sculpteur qui expose des statues qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas complètes? Oui, les gens ordinaires trouvent extraordinaire qu'on puisse exposer un corps sans tête,
alors qu'ils trouvent absolument naturel qu'on expose une tête sans corps, c'est-à-dire un buste. Un buste, en effet, ne les étonne pas, et volontiers ils disent de lui comme il est vivant, bien qu'il soit aussi impossible de vivre sans corps que d'exister sans tête. Or donc, en 1914, j'avais réuni ceux qui, dans toutes les branches de l'art, me semblaient incarner le génie de la France. C'étaient ceux de chez nous qui répondaient à ceux d'ailleurs. Et vous allez voir revivre un instant sous vos yeux 12 admirables Français qui furent mes amis intimes et qui, hélas, ne sont plus de ce monde. À tout seigneur, tout honneur. Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui, depuis sa mort, est le musée Rodin. Et voici Auguste Rodin lui-même qui vient à notre rencontre. Dans un instant, vous le verrez dans son atelier où il se promène comme un fauve. Fauve, il l'était d'ailleurs. C'était le lion de ce désert où se dressaient, comme autant de sphinx, ses œuvres gigantesques. Et c'était le lion diffamé. Nul homme de génie, en effet, n'a été plus bafoué, plus méprisé que lui. Il y a 30 ans, on continuait encore à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde, avec un tel visage. Le voici travaillant. De son vivant, il y avait des musées Auguste Rodin en Suède, en Amérique, au Brésil, au Japon, alors qu'en France, on continuait à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde. Il en conservait une tristesse amère, un dégoût que rien ne pouvait atténuer. Ces images, comme toutes celles que vous allez voir par la suite, ont été prises sans le secours de la lumière électrique. Je dois avouer que ce statuaire de génie ne comprenait pas très bien ce que j'étais venu faire chez lui ce jour-là. L'avant-veille, à déjeuner chez moi, je lui avais dit que je viendrais mercredi vous immortaliser. Il avait souri, mais ce jour-là, il me disait « Appelez ça comme vous voudrez, ce n'est jamais que de la photographie ». Quand la prise de vue commença, il ne s'en rendit pas compte. De temps à autre, il me disait « Vous me direz de m'arrêter quand vous serez prêt pour que je ne bouge plus ». Je l'avais prié de ne pas m'adresser la parole, mais il n'en tenait pas compte, heureusement d'ailleurs, car à brûle-pourpoint, il m'a dit ce jour-là « Figurez-vous que mon maître fut Carrier-Belleuse, il avait beaucoup de talent, il m'a donné des conseils, mais plus tard, j'étais obligé de les lui rendre. Et c'est à cause de l'incompréhension coléreuse des gens devant une œuvre magnifiquement originale que la statue de Balzac par Rodin n'a été acceptée qu'après 40 ans de lutte, il y a cela 10 ans à peine. Même on ne trouvait pas la somme nécessaire pour payer le fondeur, puisqu'on m'a fait l'honneur de s'adresser à moi. Je regrette seulement qu'on n'ait pas accordé au Balzac de Rodin l'endroit de Paris que je m'étais permis de solliciter pour lui, c'est-à-dire devant l'Institut. Oui, puisque l'Académie des Beaux-Arts n'avait pas cru devoir accueillir Auguste Rodin, et puisque l'Académie française elle-même avait laissé Balzac à la porte, il eût été plaisant de le voir là, dehors, immortel véritable, et lui tournant le dos. Et maintenant, mesdames, et vous aussi, messieurs, vous allez voir apparaître sur l'écran l'auteur dramatique le plus célèbre, le plus éblouissant, le plus glorieux de notre époque, Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac est bien certainement l'œuvre dramatique française la plus fameuse qui ait été représentée depuis une centaine d'années. On aime à discuter une pièce dont la réussite littéraire et pécuniaire est considérable, car la haine et l'envie ne perdent hélas jamais leurs droits. Et cependant, il est également inexact de prétendre qu'une pièce est fatalement mauvaise parce qu'elle remporte une victoire et qu'elle est fatalement bonne parce qu'elle ne réussit pas. Ce raisonnement est un raisonnement de raté. Or, vous savez que les ratés ratent même leur raisonnement. Voici celui qui écrivit Cyrano de Bergerac à l'âge de 29 ans. On peut préférer à Cyrano les affaires sont les affaires d'Octave Mirbeau, amoureuse de Porto Riche ou l'oiseau bleu de Maeterlinck, mais il n'en reste pas moins que Cyrano de Bergerac est un chef-d'œuvre. La prise de vue que voici a été faite dans le petit jardin d'une maison que j'avais Villa Dupont. Sortions de table ce jour-là, et Edmond Rostand, de la meilleure grâce du monde, voulut bien poser devant l'appareil. C'est ce jour-là qu'il écrivit chez moi son fameux sonnet à la cathédrale de Reims mutilé par les Allemands. Ils n'ont fait que la rendre un peu plus immortelle. Ceux qui ont approché Edmond Rostand en conservent un souvenir extrêmement ému, car je crois bien que nul homme illustre n'a été plus charmant que lui. Il était absolument impossible de ne pas aimer Edmond Rostand, et ne pas l'admirer serait un curieux témoignage de mauvaise humeur ou de mauvaise volonté. Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait « La vie exemplaire de Claude Monet », car il ne me semble pas qu'on puisse imaginer un être plus parfait que lui. Son existence fut pure d'un bout à l'autre.
Claude Monet pouvait se vanter de n'avoir jamais fait, ni dans sa vie privée, ni dans son art, une chose qui fût répréhensible. Je dis qu'il pouvait s'en vanter, mais vous pensez bien qu'il ne s'en vantait pas. Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Sa vie d'ailleurs était la plus simple du monde. Il regardait, mangeait, fumait, marchait, buvait et écoutait. Le reste du temps, il travaillait. En somme, il ne faisait que deux choses, travailler et vivre. Il avait d'abord travaillé pour vivre, y parvenant à peine, puis il avait ensuite vécu pour travailler. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait ni les persiennes, ni les rideaux des fenêtres de sa chambre, et c'étaient les premiers rayons du soleil qui le réveillaient. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette, et allait se mettre au travail. À midi, il était à table, à 2 heures de nouveau, il était devant sa toile, et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher. Car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Claude Monet ne voyait personne et ne recevait que ses amis très intimes. D'ailleurs, si on était son ami intime. Je n'ai jamais rencontré chez lui que Clémenceau, Octave Mirbeau ou Gustave Geffroy. Il passait pour un ours, et je sais que des artistes sont venus de tous les pays du monde pour le voir et qu'ils ne l'ont pas vu. Je sais même que des peintres, par admiration pour lui, vinrent s'installer, louèrent des maisons, en construisirent même tout autour de chez lui, et je sais qu'ils n'ont jamais pu lui parler. Monet connut la misère, l'indifférence et le mépris, et il m'a dit qu'à l'âge de 47 ans, il n'avait pas encore vendu une toile plus de 50 francs. Il n'en concevait aucune amertume, mais c'est assurément de là que venait son orgueil. Devenu riche, et il n'avait qu'un mot à dire pour l'être davantage, il n'avait qu'à dire « je vends mes tableaux », Monet n'avait qu'un seul luxe, ses fleurs. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance. Il disait « je veux qu'au mois de juin, tout mon jardin soit mauve, ou rouge, ou jaune ». Voici 2 tableaux de lui qu'il m'avait offerts. Le premier représente le bassin de Nymphéa qu'il avait créé, et un coup de vent sur la Loire. Il m'est arrivé de déjeuner un jour avec Rodin et Claude Monet. Au moment de passer à table, ils se sont fait des politesses. « À toi. Non, à toi. Je t'en prie. Non, passe le premier. Je n'en ferai rien. N'oublie pas que je suis de 1840. Mais moi aussi. Mais moi, je suis d'octobre. Mais moi aussi. Oui, mais pardon. Moi, je suis du 15. Moi aussi. » Ils étaient nés le même jour, ces 2 grands hommes. Or, je n'imagine pas qu'un événement pareil ait jamais pu se produire dans un autre pays que le nôtre. Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande l'intérêt que cela peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques. Vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Un de mes pinceaux. Oui, ça vous ennuie? Pas du tout. J'avançais la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là, alors il m'a dit « Oh, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose. » J'ai choisi le plus vieux. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un après-midi vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto et pendant 700 kilomètres, de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à Brabant, son chauffeur, « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami.
Silencieux, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. » Je me plais souvent à établir un parallèle entre l'acteur et l'avocat. Je prétends que les grands comédiens défendent les pièces qu'ils jouent et parfois les font acquitter quand elles sont coupables. Et j'estime qu'un grand avocat, en atténuant la culpabilité d'un criminel et en ébranlant à ce propos la conviction des jurés alors qu'il est lui-même convaincu du contraire, j'estime, oui, qu'à ce moment-là, le grand avocat est un grand comédien. Eh bien, figurez-vous que tous les avocats ne partagent pas mon opinion à cet égard. Et même, il m'a semblé parfois que cette façon de voir leur paraissait impertinente, alors que les acteurs, eux, ne s'en offusquent pas le moins du monde. Les maîtres du barreau ne comprennent probablement pas qu'en les comparant à des comédiens, je leur adresse le plus beau compliment que je puisse leur faire. Pour illustrer cette opinion si favorable, je vais vous conter comment j'ai pu cinématographier, faisant une plaidoirie, le plus grand, le plus illustre avocat d'assises de notre époque. J'ai nommé Maître Henri Robert, qui voulait bien m'honorer de son amitié et de sa confiance. Quand je montrais ce film en 1914, je racontais toute une histoire mensongère sur la façon dont j'avais dû m'y prendre pour le réaliser. Je racontais que la chose s'était faite au palais de justice d'une ville de province, je racontais que je m'étais servi d'un appareil minuscule de prise de vue, je racontais que Maître Henri Robert n'en était pas informé, en un mot, je mentais sur toute la ligne. Henri Robert m'avait dit, vous raconterez la vérité quand je ne serai plus là. Hélas, il n'est plus là, mais sa fille, qui était présente le jour où j'ai pris ce film, veut bien m'autoriser à dire aujourd'hui la vérité. Cela s'est passé tout bonnement dans la cour de sa maison au boulevard Pereire. Nous avions fait pendre un rideau de la fenêtre du premier étage, nous avons placé une table auprès de ce rideau, et comme elle était un peu basse, nous avons mis les 4 pieds de cette table sur 4 bidons renversés. Puis Maître Henri Robert a bien voulu passer sa robe. Ensuite, il a placé devant lui sur la table quelques papiers, parmi lesquels se trouvait un cahier de Moleskine, et enfin il a plaidé. Combien il est regrettable que je n'ai pas eu la possibilité d'enregistrer ces paroles, mais je vous prie instamment de le croire. Maître Henri Robert a plaidé ce jour-là l'innocence d'une femme imaginée par lui, coupable d'un crime inventé de toutes pièces, et il l'a fait avec une force de persuasion, une éloquence vraiment admirable. Et il était à cette minute-là l'auteur et l'interprète d'un drame, et tout cela pourtant n'était qu'une comédie. Lorsqu'il eut terminé, nous en avons souri tous les deux. J'ai cependant voulu savoir ce qu'était ce cahier qu'il avait sous les yeux et qu'il semblait consulter de temps à autre. Il le prenait à témoin de l'innocence de sa cliente. Il disait « La preuve est là, messieurs ». Eh bien, ce livre, ce cahier, pris au hasard par lui sur son bureau, n'était autre que le livre de sa cuisinière. Or, j'ai vu faire à mon père des tours de force de cette espèce, et j'espère ne calomnier ni la mémoire de l'un ni la mémoire de l'autre en les comparant l'un à l'autre. Et voici maintenant celui que nous appelions Monsieur France quand nous parlions de lui, et à qui nous disions Monsieur France quand nous lui parlions. Car il fallait lui dire non seulement Monsieur France comme on disait Monsieur Renan, mais je pense qu'il fallait aussi lui dire Monsieur France comme on aurait pu dire Monsieur Espagne en s'adressant à Cervantes. Si être intelligent, c'est comprendre, il est bien évident que personne n'a jamais été plus intelligent qu'Anatole France. Sa conversation était un enchantement continuel, et je dis bien continuel, car chaque phrase de lui était comme une fête, et son ironie était de toutes les fêtes. Il m'a été donné de lire récemment des opinions sur lui qui m'ont semblé tout bonnement absurdes. Tel écrivain que je ne nommerai pas, mais que je meurs d'envie de nommer, et qui avait eu le bonheur de rencontrer, Anatole France prétend avoir été déçu par lui. Et il l'écrit. Il raconte qu'Anatole France ne lui a rien dit de remarquable ce jour-là. Eh bien, il a tort de s'en vanter, car c'est pour lui que c'est dommage, et non pour Anatole France. C'est évidemment mauvais signe, et même assez inquiétant, d'avoir été l'interlocuteur indigne d'un aussi merveilleux esprit. Car M. France est en train de passer ce fatal fichu quart d'heure que toute génération suivante prétend infliger aux grands hommes qui n'ont pas eu pour elle assez de considération. Peine inutile et temps perdu, car vouloir le mettre à l'index
c'est le montrer du doigt, dès lors c'est l'indiquer. Et d'ailleurs le génie de France est lumineux. Essayez donc de mettre une lumière dans l'ombre. Une bibliothèque où ne figurerait pas l'œuvre d'Anatole France serait boiteuse et elle pencherait du mauvais côté. Or, ce jour-là, bien entendu, M. France nous a dit des choses ravissantes. À une jeune femme qui lui déclarait « Oh, M. France, comme vous avez bonne mine », il répliqua « Si j'avais 20 ans, vous ne me le diriez pas. » Puis, se tournant vers moi, il ajouta « Comme c'est triste d'être vieux. C'est triste parce que, voyez-vous, on peut faire en somme les mêmes choses que quand on est jeune, seulement on les fait moins bien. » Un peu plus tard, il me dit « À mesure que l'heure du déjeuner approche, mon inquiétude augmente et j'ai peur que le repas ne soit pas ce que j'aurais souhaité qu'il fût. Plus les gens que je reçois me sont chers, plus ma cuisinière s'applique, oui mais voilà, plus elle s'applique, moins elle réussit les choses qu'elle prépare. Si bien qu'en somme, dans votre malheur, vous aurez une double satisfaction, en pensant que d'abord, plus le déjeuner sera manqué, plus elle en comprenait l'importance, et en songeant ensuite que demain, puisque vous ne serez plus là, nous aurons nous un repas qui sera excellent. J'avais demandé à M. France de bien vouloir écrire quelque chose pendant qu'on le cinématographiait. En passant, permettez-moi de vous faire remarquer l'encrier dont il se sert. C'est celui de sa cuisinière, car ce jour-là, il n'y avait chez Anatole France ni plume, ni encre, ni papier, ni buvard. Voyez comme ses mains sont belles. Il vient de faire 2 pâtés, et ça le fait sourire. Où va-t-il essuyer sa main tachée d'encre? Oh, sur son pantalon, mais bien sûr. Et voici ce qu'il écrivit. « Mon cher Sacha, je vous devrai le funeste présent de l'immortalité. De tout le papier que j'ai barbouillé dans ma vie, ce feuillet seul traversera les âges. Qu'il porte à la postérité la plus reculée le témoignage de l'estime et de l'amitié que j'ai pour vous. Anatole France. Il me semble qu'il a l'air de dire qu'il n'y a rien à ajouter à cela. Je suis absolument de son avis d'ailleurs. » Au début de ma causerie, je vous ai dit que j'avais choisi pour faire ce film des hommes que j'aime et que j'admire, et jusqu'ici, je peux me flatter d'avoir tenu parole. Mais le moment est venu pour moi de vous avouer qu'il y a parmi eux un très grand homme que je n'avais pas l'honneur de connaître. C'était un homme d'un talent considérable et lumineux, c'était un des plus grands peintres de notre époque, c'était M. Degas. Ayant été obligé de le cinématographier dans la rue, contre son gré, vous pourrez seulement l'apercevoir un instant, et je veux vous parler de lui pendant quelques minutes avant de vous le montrer, tout en faisant passer sous vos yeux 2 ou 3 beaux dessins de lui et une admirable sculpture, la Grande Arabesque. M. Degas naquit à Paris le 19 juillet 1834, et il est doublement illustre parmi les artistes du monde entier, d'abord à cause de son génie, ensuite à cause de son esprit, qui était redoutable. Les mots qu'il a faits sur les peintres qu'il n'aimait pas, et il n'en aimait guère à l'exception de Ingres, profonds et si cruels, que dans le monde des arts, on estime à juste titre qu'ils étaient mortels. En voici quelques-uns. Il a dit en parlant des tableaux de Carrière un mot bien sévère, mais bien frappant. Il a dit, on dirait des cervelles au beurre noir. Devant les cuirassiers de Réchauffeigne de Messonnier, il a dit, tout est en acier, excepté les cuirasses. Au Salon des Indépendants étaient exposées cette année-là des sculptures immenses, 2 hommes gigantesques, avec des biceps magnifiques. Mais c'était de la mauvaise sculpture. Pourtant, 2 jeunes femmes s'extasiaient devant eux. Comme ils sont grands, comme ils sont beaux, comme ils sont forts, mais comme ils doivent être lourds. Mon Dieu, comment fait-on pour les emporter? Et Degas qui passaient leur dit, on les dégonfle. Un jeune homme qui se plaignait devant lui de ne pas pouvoir arriver, Degas répondit, de mon temps, monsieur, on n'arrivait pas. L'homme que vous allez apercevoir a 80 ans. Il est pauvre, maussade, presque aveugle, et c'est un peintre de génie. Voici M. Degas.
Le plus grand homme de théâtre que nous ayons connu, le plus grand qui sans doute ait jamais existé, fut Antoine. Révolutionnaire et conservateur, il créa le théâtre libre, fonda le théâtre Antoine, dirigea l'Odéon, mais son rêve, son but, la comédie française, il ne l'obtint jamais. Et l'on repense à Clémenceau, qui avait sauvé la France et à qui l'on refusa la présidence de la République. Courageux, déterminé, actif et brûlant d'un immense amour pour le théâtre, Antoine, employé à la Compagnie du Gaz, fut célèbre du jour au lendemain. Comédien singulier, comme le sont ordinairement ceux qui se trouvent livrés à eux-mêmes, il donna pourtant l'exemple d'un jeu sobre et puissant, dépourvu d'artifice. Mais l'acteur s'effaçait devant le chef d'école, qui, lui, avait à se défendre et à triompher de l'animosité constante, hélas, de la critique. Il n'a pas voulu rompre avec la tradition, mais il a balayé toutes les conventions qui lui semblaient absurdes, et pris de naturalisme, il prétendit que l'on pouvait jouer vrai, et il fit mettre de véritables serrures aux portes des décors. Nous lui devons Poil de Carotte, Boubou-Roche et quelques autres. Mais soyons lui reconnaissants surtout d'avoir banni l'emphase et la sensiblerie, ce qui fait que nous sommes et resterons toujours ses obligés. Lorsqu'Antoine fonda le Théâtre Libre, il avait 30 ans. Après 9 ans d'un travail acharné, il avait conquis Paris et il avait 100 000 francs de dettes. Il créa le Théâtre Antoine pour pouvoir les payer et il les paya. Il resta 9 ans au Théâtre Antoine, il y connut la gloire, le succès et la fortune, mais toutes les années ne furent pas belles et au bout de 9 ans, il avait 100 000 francs de dettes. Il prit l'Odéon pour pouvoir les payer et il les paya. Il fit à l'Odéon des choses magnifiques, il y fit même des recettes, mais malheureusement il n'en fit pas assez. Là, vous le voyez mettant en scène 2 acteurs qui répétaient l'école des femmes. Et après 9 ans d'un travail insensé, ayant épuisé son crédit, il n'eut qu'un geste à faire en 1914, et Paris qu'il aimait, en un soir de gala, lui apporta les 100 000 francs qu'il avait empruntés 27 années auparavant pour fonder le Théâtre Libre. Et 25 ans plus tard, il y a 10 ans de cela, Antoine se trouvait à 83 ans dans le dénuement le plus absolu. Mais grâce au dévouement des acteurs, grâce à la bonté du public, ayant organisé le triomphe d'Antoine au Théâtre Français, j'ai eu la joie de lui remettre ce jour-là de la part du public la somme qui lui permit de terminer ses jours à l'abri du besoin. Et j'y avais joint ce quatrain ravissant de Maurice Donnet. Sacha m'a demandé 4 vers sur Antoine. Je cherche en vain la rime et ne trouve qu'Antoine. J'interroge l'écho qui me répond Antoine. Quatrain, c'est un quatrain. Antoine, c'est Antoine. Je veux avoir la joie de vous montrer maintenant celui que parmi tous mes amis les plus chers, je le plus particulièrement aimé. Unique, inoubliable, irremplaçable aussi, tel est pour moi, 35 ans après sa mort, Octave Mirbeau. Il n'était pas seulement un grand écrivain, il était un homme admirable. Violent, courageux, éloquent, déterminé, capable de risquer sa vie pour une idée et de donner son sang pour défendre une cause, il l'a prouvé pendant l'affaire Dreyfus. Il était un homme redoutable et redouté, pour la seule raison qu'il semblait infaillible dans ses jugements. Rodin, Maeterlinck, Van Gogh, Monet, Cézanne, Toulouse-Lautrec et combien d'autres n'auraient peut-être pas connu de leur vivant la gloire sans Octave Mirbeau. Il aimait tellement la peinture qu'il lui était insupportable d'en entendre mal parler. Et un soir, chez des gens qui en discutaient bêtement, il leur a coupé la parole en ces termes. La peinture, la peinture. Vous ne savez pas ce que c'est que la peinture, c'est de la vie privée. Voici le manuscrit de sa pièce la plus fameuse, Les affaires sont les affaires, qui primitivement s'appelait Vaux perdus. Manuscrit sans rature, qui, à la mort de Mirbeau, entra chez moi. Mirbeau aura passé sa vie entière à réparer des injustices, et voilà bien de quoi le faire détester. Si j'avais en face de moi tous ceux qui disaient qu'ils n'aimaient pas Mirbeau, je leur dirais, vous croyez que vous n'aimiez pas Mirbeau, mais ce n'est pas vrai. C'est lui qui ne vous aimait pas. Et vous allez voir son visage tourmenté par le malheur des autres. Vous allez voir l'auteur du journal d'une femme de chambre. Cette prise de vue a été faite quelques mois avant sa mort. Mirbeau déjà n'est plus le même homme. À cette époque, il prévoyait sa fin prochaine et il en parlait volontiers. Et cela nous torturait, Clémenceau, Claude Monet et moi qui l'aimions tendrement.
Il parlait de sa mort comme il parlait de toute chose, avec une évidente curiosité et le plus vif intérêt. Et même, il nous a dit un jour ceci: « C'est Robin qui me soigne, alors je suis tranquille, je ne mourrai qu'à la dernière minute. » Il disait vrai, je reste convaincu que le professeur Robin prolongea artificiellement sa vie pendant 12 heures au moins. Mirbeau était couché, il me regardait fixement depuis 1 heure, quand il fit un petit mouvement de la tête. Je m'approchai de lui et le pris dans mes bras, en me demandant ce qu'il pouvait bien désirer. Un instant plus tard, j'ai compris qu'il avait désiré mourir entre mes bras. Et maintenant, voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en 2 mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernard. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié. D'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait, faut-il qu'il soit bête. Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois d'ailleurs la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Et désormais, on l'a portée de ville en ville. D'ailleurs, elle a toujours été portée en triomphe. Lisiane, sa petite fille, vient lui remettre à l'instant des vers qu'elle voulait me lire. Voici donc celle qui fit 10 fois le tour du monde en récitant des vers. Elle est allée jusque chez les Peaux-Rouges. Elle a joué devant eux en plein air, et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en signe d'allégresse. Elle a vu tant de gens à ses pieds, elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Et un jour qu'elle partait pour sa propriété de Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui lui-même allait à la campagne, elle lui dit « Merci de vous être dérangé. » Voici un livre de Victor Hugo, dédicacé à elle, en termes éloquents, à une reine dont j'eusse voulu être le Ruy Blas. Et voici précisément la couronne qu'elle portait dans Ruy Blas. Elle avait parfois des mots cruels. Elle passait un jour en voiture devant l'entrée des artistes de la Comédie Française. C'était un jour de matinée et beaucoup de gens étaient là qui attendaient les acteurs. Elle a demandé « Que font tous ces gens-là » On lui a répondu « Ils attendent les artistes ». Alors elle a dit « Pour les tuer sans doute ». Un jour, dans sa loge, elle reçut la visite d'une dame, qu'elle connaissait d'ailleurs à peine, et qui était en grand deuil. Alors elle lui dit « Tiens, vous êtes en deuil, qui avez-vous donc perdu ?» La dame a répondu « J'ai perdu mon père. »« Oh mon Dieu, quelle horreur, votre père que j'ai connu, qui était si charmant. Mais ce n'est pas tout, Madame Sarah. Quoi donc encore ? Eh bien, j'ai perdu aussi mon mari. »« Votre mari ? Cet homme charmant avec les grandes moustaches, oui, il est mort. Mais c'est affreux, mais c'est horrible, ce n'est pas tout, Madame. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc encore ? Vous savez, mon fils, eh bien, il est mort. Il est mort accidentellement. Oh, c'est abominable, dit Sarah Bernard, qui commençait un peu à se fatiguer. Et l'autre continuait, encore, ce n'est pas tout, Madame. Vous savez, ma fille, eh bien, elle est morte. Elle est morte, oui, oui. Et ma grand-mère est morte dans un ascenseur. Mon Dieu, mais c'est affreux, tout cela. Oh oui, Madame, c'est affreux. Quelquefois, je me demande, mon Dieu, je me demande si je ne devrais pas me tuer. Et Madame Sarah lui a dit, c'est pas une mauvaise idée. Parmi tous ces grands hommes, il me fallait un compositeur illustre, et j'ai demandé à Camille Saint-Saëns de bien vouloir être des leurs. Il accepta bien volontiers, mais cela se passait à une époque où le cinéma sonore n'était pas inventé. Comment pouvais-je donc m'en tirer? Eh bien, je m'en suis tiré en plaçant sur la scène une remarquable pianiste que Saint-Saëns lui-même m'avait désignée. Et au moment où l'image apparaissait, cette pianiste qui la voyait en transparence attaquait la valse que ce maître vénérable était en train de jouer. La chose aujourd'hui ne pourrait avoir qu'un intérêt bien entendu rétrospectif. Vous avez trop pris l'habitude du cinéma sonore pour vous en étonner. Mais il s'est passé alors une chose bien amusante et que je vais vous raconter. À la 5e représentation de ce film, ma pianiste est venue dans ma loge après le spectacle et il m'a dit « Monsieur, je ne peux plus le suivre, il joue de plus en plus vite. » Je lui ai dit « Qui cela ?» Elle m'a dit « Le maître Saint-Saëns. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous me racontez ?» Mais je vous dis la vérité, monsieur, il joue même tellement vite que parfois il passe des notes. J'ai cru que cette pauvre jeune femme était devenue folle, mais elle n'était pas devenue folle et elle me disait la vérité. Et voici ce qui se passait. La pellicule, quelquefois, se déchirait. Et pour pouvoir la raccorder, le projectionniste coupait tout simplement 1 ou 2 images, c'est-à-dire une note ou 2. Et notre malheureuse pianiste, bien entendu, y perdait son latin.
Mais j'ai voulu pousser plus loin l'expérience musicale et sonore, partant toujours de ce principe que si nous possédions l'image de Mozart conduisant l'ouverture de Don Juan ou de Beethoven dirigeant la 9e symphonie, nous aurions un document d'un intérêt exceptionnel, c'est-à-dire la volonté exprimée d'un maître concernant l'exécution de son œuvre, document avec lequel il nous serait possible de diriger un orchestre 100 ans, 200 ans plus tard. Oui, partant de ce principe, j'ai demandé à Camille Saint-Saëns de bien vouloir diriger tel passage d'un opéra de lui, et l'expérience, je l'ai faite, et l'expérience a réussi. J'ai pu conduire tout un orchestre avec ce film que voici. L'orchestre alors était placé derrière l'écran, c'était en 1914. J'aurais pu courir aujourd'hui après le même effet, mais aujourd'hui, encore une fois, l'effet n'eût pas été le même. Permettez-moi de vous faire observer que vous regardez en ce moment une chose que vous ne voyez jamais, c'est-à-dire un chef d'orchestre de face. Il nous tourne toujours le dos, et c'est vraiment dommage. Il m'a été donné de voir Toscanini de face conduisant son orchestre au cours d'une répétition, spectacle inoubliable. Le jour où j'ai demandé à Saint-Saëns de bien vouloir conduire une œuvre de lui, il m'a répondu « Oui, le ballet d'Henri VIII. » Bien. Combien vous faut-il de musiciens d'orchestre? Ah, ça, il m'en faut 80, pardi. 80? Ah, ben, c'est écrit pour 80 musiciens, il m'en faut 80. Je faisais moi-même les frais de ce film et j'étais effrayé de la dépense qu'il m'imposait, d'autant plus que d'ailleurs, je ne voyais pas comment, en pleine guerre, j'allais pouvoir réunir 80 musiciens. Alors timidement, je lui dis, est-ce que vous ne croyez pas, mon cher maître, que si je vous en trouve 40 très bons, il avait un fichu caractère, et cette idée de n'avoir que 40 musiciens l'a mis en colère. Il répétait 40 très bons. Mais qu'est-ce que ça veut dire 40 très bons? Voyons, voyons. Puis, comme il était aussi très intelligent, il s'est calmé, il a compris, il a dit, oui, alors il faut qu'il soit très bon. Oh, bien entendu. Encouragé par cette première concession, je continuais. Et si je vous en trouvais 20 admirables? Sans hésiter alors, mais avec la même mauvaise humeur, il m'a répondu, oui, mais alors ceux-là, je les veux admirables, je pense bien, mon cher maître. Ou alors 10 extraordinaires. Oh, non, alors, écoutez, vraiment, j'ai été gentil, extraordinaire. Oui, mais alors vraiment extraordinaire, ça je vous le promets. Ou alors, lui dis-je timidement, que penseriez-vous du quatuor Capet? Ah, ben ça, le quatuor Capet, oui, ça, avec plaisir. Alors, courageusement, j'ai dit, et Cortot tout seul. Oh, ben Cortot, il me dit. Je pense bien, voyons, avec grand plaisir, avec joie. Et c'est cela qui s'est passé. Ayant déjeuné tous les trois, Saint-Saëns, Cortot et moi, chez mon ami James Hyde, j'ai pu prendre ce film qui constitue l'un de mes souvenirs les plus vivaces et que je me permets de trouver surprenant. Imaginez la chose. Cortot seul au piano. L'appareil et Camille Saint-Saëns, âgée de 80 ans, prodigieusement lucide, constamment de mauvaise humeur et dirigeante au son d'un piano, tout un orchestre supposé et dont il était seul à percevoir les harmonies. Je vais vous montrer à présent un film très impressionnant, je crois. C'est celui de Renoir, l'autre grand peintre de l'impressionnisme. Il m'a semblé que parmi tous ces grands hommes, Renoir était le plus simple de tous. Et Dieu sait pourtant si tous ces grands hommes étaient simples. Simples mais orgueilleux. Oui, cuirassés d'orgueil pour se défendre un peu contre la muflerie, la familiarité des ignorants et des médiocres. Juste orgueil que les sots aiment à faire passer pour de la vanité. L'admiration dont Renoir était entouré n'avait aucunement modifié son caractère. Et ceux qui l'avaient connu jadis m'ont dit qu'il était le même exactement dans sa jeunesse, lorsqu'il lui arrivait de vivre avec son ami Monet pendant toute une année sur un champ de pommes de terre. Voici quelques tableaux de lui que j'ai la joie de posséder. Le portrait de Mallarmé. Ce dessin. Ce nu couché. Le Renoir que je vais vous montrer a 77 ans et il est très malade. Les rhumatismes ont déformé ses pauvres mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Rien n'était plus émouvant que de voir cet homme, ce grand homme, plié en deux par la douleur et qui était obligé pour peindre de glisser ses pinceaux sous des bandelettes de toile dont on entourait ses mains, nouées comme des sarments. Et il continuait de peindre malgré tout. Et sa vision des choses était telle qu'elle était quand il avait 20 ans. Il n'avait aucune mélancolie et sans tristesse, il voyait chaque année refleurir les anémones qui n'avaient pas de secret pour lui. Et il disait le plus simplement du monde des choses magnifiques. S'étant aperçu que des toiles de lui faites 30 ans auparavant avaient un peu perdu de leur éclat, il employait depuis quelques années les tons les plus vifs de sa palette, et si on lui en demandait la raison, il disait « Je travaille à présent pour l'avenir, et les toiles que je fais aujourd'hui seront bien dans 20 ans. » Voici Auguste Renoir.
Et là, vous les voyez, ces pauvres mains déformées par le mal. L'enfant qui se trouve auprès de lui est son plus jeune fils. Et c'est aujourd'hui Jean Renoir, le cinéaste bien connu. Et voici son portrait d'ailleurs, quand il avait 6 ans. Admirable tableau de son illustre père que j'ai toujours sous les yeux. Et c'est ce gosse attentif qui pressait sur la palette les tubes de couleurs dont Renoir avait besoin, car il n'avait plus la force de le faire lui-même. Chaque matin, lorsque sa cuisinière revenait du marché, Renoir lui demandait ce qu'elle avait acheté. Alors elle vidait son panier sur la table de la salle à manger. Généralement, c'était là qu'il travaillait, et il choisissait parmi les légumes et parmi les fruits le sujet d'une nature morte qu'il faisait immédiatement, car pour lui, chaque chose était un sujet de toile. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la cuisine lorsque Renoir avait choisi pour modèle le superbe poisson que la cuisinière venait de rapporter pour le déjeuner. Elle venait de temps en temps le réclamer au maître qui disait « pas encore », car il voulait l'avoir fini avant de le manger. Je me trouvais chez Renoir le jour où il apprit qu'il était nommé commandeur de la Légion d'honneur. Je lui ai demandé si cette distinction lui faisait plaisir. Il me répondit « oui, parce que ça épate le chef de gare ». C'est un tableau de Renoir qui atteignit le prix le plus élevé qu'on ait jamais connu. Ce tableau se trouve à la Tate Gallery à Londres. Il est intitulé La Loge. Il l'avait vendu jadis 1500 francs. Madame Courtauld l'a payé 3 millions. Il en vaut aujourd'hui certainement 50. Je pense que plus tard, en montrant ce film à ses élèves, un professeur de peinture pourra leur prouver aisément qu'on ne peint pas avec ses mains, mais bien plutôt avec ses yeux. Et maintenant, parmi tous ces hommes admirables et que j'ai tant aimés, voici le seul qu'il m'est impossible de regarder moi-même désormais. C'est mon père. Vous ne l'apercevrez que pendant quelques instants. Images fugitives prises un matin chez lui et qui n'ont d'autre intérêt que de rappeler les traits de son visage et sa physionomie. Ce sont les seuls qui restent de lui et il m'a semblé que je devais les projeter pour ceux qui n'ont pas eu la joie de le connaître.